Merci à vous. Je suis extrêmement heureux que cette table ronde ait lieu maintenant pour parler de ces sujets qui sont si importants. Avec, je dirais, 3 personnes, moi je peux le dire, ils ne le diront pas eux, qui sont l'honneur de leur profession. Bien sûr, d'abord Guillaume, qui dirige le journal La Croix. Vous savez combien La Croix s'engage pour traiter les choses avec la plus grande vérité possible, avec le plus grand sérieux possible. Merci Guillaume d'être là avec nous ce soir. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé ces jours-ci, mais on est très touchés que tu sois là. Difficile de présenter François Sureau rapidement, énarque, haut fonctionnaire, avocat, écrivain et tant d'autres choses. Vous êtes aujourd'hui probablement une des plus belles plumes de notre époque. Et pour ceux qui ont encore dans leur poche 3,90 €, je vous invite à acheter le nouveau livre de François Sureau, Sans la liberté, qui est un livre exceptionnel et qui parle des restrictions de notre liberté aujourd'hui. Si vous avez un cadeau à faire à 3,90 €, faites-vous ce cadeau. Je suis un bon vendeur, hein? Ah ouais, c'est bien, j'ai 10%, 35 centimes. Vous voyez, donc 35 centimes, donc on a calculé qu'il faut en vendre beaucoup. Donc on commence tout de suite. Et puis je suis très heureux de retrouver Michel. Michel Léridon est une femme que j'ai connue à l'agence France Presse, parce que je suis administrateur de l'agence France Presse. Et Michel a été longtemps la directrice de l'information, a été longtemps journaliste à l'agence France Presse. Et j'ai vu cette femme mener cette maison sur le plan de l'information, avec un sérieux, une profondeur qui m'ont toujours extrêmement impressionné. Maintenant, Michel est membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est, je pense, une grande chance pour cette institution que je connais bien, d'avoir quelqu'un de ta force et de ton honnêteté. Donc je suis très heureux ce soir de vous retrouver. L'idée n'est pas de faire le procès de la justice ou des médias. Ce n'est pas le lieu des entretiens de Valpré. Il y a des lieux certainement meilleurs pour le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler de déontologie, des nouvelles déontologies, et comment assumer la responsabilité de cette justice, de ces médias, dans le monde qui est le nôtre. Guillaume, je te laisse la parole, et merci encore à vous 3 d'avoir accepté d'être présents aujourd'hui. Merci François. Alors, ce que je peux peut-être ajouter sur les indications biographiques, c'est que, d'abord, moi j'ai connu Michel Léridon il y a fort longtemps, quand nous étions l'un et l'autre journalistes spécialisés dans les médias, il y a une trentaine d'années. Et donc, ça veut dire que depuis longtemps, vous travaillez sur cette question de comment fonctionnent les médias, quelles sont leurs responsabilités, etc. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser par rapport à vos fonctions actuelles au Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est que vous présidez le groupe de travail intitulé « Droit et liberté, pluralisme et déontologie ». Voilà. Et s'agissant de François Sureau, donc effectivement vanté moi aussi cet opuscule, cette collection Tracts de Gallimard qui est vraiment très très remarquable parce qu'elle permet sur un sujet donné, sur le format comme un peu un long article de revue, d'aller vraiment très très en avant dans une question, et celui-là sur la liberté est particulièrement réussi. Et ça m'amène justement à dire, François, que vous travaillez beaucoup sur cette question des libertés en tant qu'avocat, et notamment il y a un autre livre qui est également en vente au stand de la Procure, qui regroupe vos plaidoiries devant le Conseil constitutionnel sur des enjeux de liberté dont on va parler dans un instant. J'ai plaisir aussi à dire que François, vous êtes un ami de la Croix, dans lequel vous avez écrit très régulièrement pendant quelques années. Malheureusement, ça n'est plus le cas parce que votre emploi du temps ne le permettait plus. Mais encore cette semaine, vous nous avez offert un article remarquable sur Huysmans dans le cahier livre de la Croix. Voilà. Alors, nous allons en fait discuter, le thème de la journée, celle de la responsabilité. Et donc, c'est ce thème responsabilité et liberté dont parlait Geoffroy Roux de Bézieux ce matin à propos du fonctionnement des entreprises. Là, on va se poser cette question plutôt à propos du fonctionnement des médias, du droit, de la justice. Et comme journaliste, je suis toujours content quand il y a des événements d'actualité auxquels on peut se référer, se rattacher. Et sur ce sujet-là, les exemples ne manquent pas. Et notamment 2 dont on va parler, je pense qu'on va réussir à parler des 2. Prendre le cas récent d'Éric Zemmour, qui s'exprime,
dont une chaîne de télévision retransmet un discours assez long et très virulent, et qui ensuite, voilà, est-ce que la chaîne en question a convenablement exercé sa responsabilité d'éditeur en lui donnant la parole de cette manière? Est-ce qu'il faut laisser à Éric Zemmour la liberté de s'exprimer de cette manière-là sur une chaîne de télévision? Quel est le rôle du droit, de la régulation, et notamment celui, en l'occurrence, du CSA, puisque le CSA est intervenu dans cette affaire. L'autre affaire d'actualité dont j'aimerais parler, c'est ensuite, plus tard, c'est l'affaire Adèle Haenel, cette actrice qui en gros dit je ne vais pas en justice. Elle ne le dit pas comme ça, mais j'allais dire, elle va en médias, c'est-à-dire qu'elle choisit de s'exprimer via les médias pour régler une question de justice. Et donc, en quelque sorte, les médias dont on a beaucoup dit il y a quelques années qu'ils étaient devenus des auxiliaires de justice à cause d'un certain nombre de partenariats qu'il pouvait y avoir entre des journalistes et d'investigation et des juges d'instruction, là, on est à un point où la presse devient presque une instance de justice. Et ça pose beaucoup de questions. Alors on va commencer par cette affaire Zemmour que j'ai essayé de résumer. Michel, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous regardez la chose, à la fois en tant que journaliste que vous êtes, et en tant que membre du CSA, avec les responsabilités que ça représente? Vous saurez bien faire la distinction entre les deux. Merci. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, effectivement, nous avons rendu notre avis sur cette intervention d'Éric Zemmour, hein, qui est intervenu en direct et de façon complètement linéaire, et toute son intervention a été retransmise par LCI. Il intervenait à un meeting organisé par Marion Maréchal Le Pen. Donc, nous avons reçu des milliers de saisines à ce sujet, puisqu'il faut savoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est très sollicité. L'année dernière, pour vous donner une idée, c'était 33 000 saisines, hein, par téléphone, par Internet ou par courrier. Donc les gens sollicitent beaucoup le CSA. Et cette intervention, effectivement, a suscité beaucoup de réactions. Nous, il y en avait plusieurs... il y avait 2 points en fait à voir. C'était d'une part les propos de l'intéressé, les propos d'Éric Zemmour, et d'autre part le traitement qu'en avait fait la chaîne. Notre position, ça a été de dire que sur les propos eux-mêmes, la justice était déjà saisie et qu'elle ferait très bien, son travail. Éric Zemmour a été condamné définitivement une semaine plus tôt pour incitation à la discrimination, et donc notre position a été, et c'était une première pour le CSA, d'actionner l'article 40 qui a été de donner, pardon, excusez-moi, c'est l'émotion, qui a été de transmettre toutes les saisines que nous avons reçues au procureur de la République afin que lui-même prenne la décision de la qualification de ses propos. Et nous nous sommes plutôt intéressés à la façon dont la chaîne avait traité cette affaire. Notre position a été que, certes, Éric Zemmour, comme tout citoyen en France, a le droit de s'exprimer. Il a le droit, y compris, de dire des choses avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord et qui peuvent être choquantes. C'est pas du tout ça qui est en cause. Simplement, c'est une personne qui, effectivement, venait d'être condamnée définitivement. On sait que ses propos sont quand même susceptibles, y compris d'enfreindre la loi, puisqu'il avait été condamné. Et on a estimé que la chaîne ne s'était pas entourée de suffisamment de précautions compte tenu de ce contexte. Et que de surcroît, elle lui avait donné une exposition énorme, ce qu'elle ne fait jamais. On peut interrompre ce programme pour rediffuser en direct et de façon complètement exhaustive les propos d'un homme politique, par exemple. Mais là, lui, il est chroniqueur. Voilà, c'était quand même tout à fait exceptionnel de lui donner tant de temps d'antenne, et on a estimé que la chaîne n'avait pas suffisamment mis en perspective, n'avait pas pris suffisamment de recul vis-à-vis de cette intervention. Elle aurait pu, comme ont fait d'ailleurs les autres chaînes d'information en continu, attendre de voir ce qu'il disait, en retirer des extraits ou pas, les commenter, les contrer, puisque
On estimait qu'effectivement il y avait matière à contredire certains de ses propos, et donc on a mis en garde la chaîne LCI. Et puis troisième point, on a jugé utile, compte tenu de tous les dérapages que l'on observe et de tous les excès et de toutes les invectives et les injures qu'on peut, et les incitations, y compris au racisme, qu'on peut observer dans les médias, on a appelé de façon globale tous les médias justement à la responsabilité. Je vous remercie de nous avoir invités à ces travaux, parce qu'effectivement, pour moi, le terme de responsabilité est absolument clé, de façon à ce qu'effectivement, bien sûr, ils respectent la liberté d'expression, la liberté d'opinion, mais exercent leur responsabilité de citoyen, parce que liberté d'expression ne veut pas dire incitation au racisme, à la haine et à la discrimination. Alors j'ai oublié de préciser que le CSA est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante avec un pouvoir de sanction. Donc qui est quelque chose qui n'est pas, qui est d'une apparition relativement récente dans le paysage juridique français. Et pouvoir de sanction qui peut lui-même être contesté, comme on l'a vu il y a quelques jours, puisque le CSA va devoir, je ne sais pas comment dire, indemniser C8 pour à propos de sanctions prises contre Cyril Hanouna. François Sureau, pour une chaîne de télévision qui diffuse, je crois que c'est une quarantaine de minutes, Éric Zemmour en direct, est-ce que c'est irresponsable ? Non, mais je vais faire entendre une voix discordante en essayant de m'attacher à ce grand mouvement qui nous importe et qui nous paraît absolument normal désormais. Plusieurs choses. D'abord, j'ai une réserve de principe face à la fétichisation de l'autorité judiciaire, au fait de dire parce que quelqu'un a été condamné par l'autorité judiciaire, eh bien ça justifie le fait que d'une certaine manière on prenne une mesure de censure à son égard. La fréquentation que j'ai depuis 40 ans du milieu judiciaire ne m'offre absolument aucun sentiment de sécurité, d'autant que l'évolution des juges depuis une vingtaine d'années consiste à opérer, selon moi, ce qui est un crime absolu en matière de justice civilisée, qui est le mélange de la morale, et en particulier de la morale sociale et de la règle normative. Donc déjà, le fait que quelqu'un ait été antérieurement condamné, comme disait le défunt président Chirac, m'en touche une, si vous le permettez, sans faire bouger l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît tout aussi frappant, c'est que dans toutes ces affaires de régulation, de contrôle et de responsabilité, nous avons fini par faire nôtre une assumption que je crois profondément dangereuse, qui est l'idée que le citoyen ne serait pas libre et responsable. Enfin, personnellement, je peux entendre M. Zemmour raconter ce qu'il veut, ça ne change rien à ce que je peux penser de ces thèses, et c'est vrai aussi des gens des autres thèses. Et le système sur lequel nous reposons, et qui était le système fondamental de la Déclaration des droits, c'est que rien ne devait s'interposer entre le citoyen et la formation de sa propre capacité de jugement. C'est notre idée, c'est celle pour laquelle nous avons fait la Révolution française. C'est notre idée centrale, c'est celle de l'abolition de la censure. Cette idée est en train de disparaître sous nos yeux, sous un tas de motifs plus ou moins mous et tièdes, appel à la responsabilité des uns et des autres, fait que les opinions de ces gens ne sont pas sympathiques, mais naturellement elles ne sont pas sympathiques. La liberté, c'est pas simplement la liberté d'entendre des opinions qui vous sont sympathiques, c'est la liberté d'entendre des opinions qui ne le sont pas et de supposer que le citoyen est toujours, en permanence, par lui-même, capable seul de se faire une opinion. Et c'est la raison pour laquelle je suis radicalement opposé au mécanisme par lequel on vient... alors, par ailleurs, c'est absurde, parce que le CSA contrôle ce que fait la chaîne Tarte-Molle, mais sur Internet, hors du contrôle du CSA, on peut trouver n'importe quoi. Donc tout ça n'a absolument aucun sens, bien entendu, sur le plan du danger démocratique, car enfin, on le trouve partout, Zemmour. Et ne le trouverait-on pas à la télévision qu'on le verrait ailleurs, vous voyez. Donc, en plus, on ne peut même pas dire on le fait parce que c'est utile. C'est clairement inutile sur le plan social. Mais simplement, le fait qu'on le fasse montre que nous avons absolument abandonné cette idée centrale que le citoyen seul est capable d'exercer son jugement et qui ne doit pas laisser déléguer à un tiers, que ce soit le juge, le CSA ou quiconque d'autre, la possibilité de le faire. Alors, pourquoi est-ce que c'est dangereux, la délégation ? Parce que vous pouvez peut-être imaginer, compte tenu de la nature du journal dans lequel il m'est arrivé d'écrire et d'autres choses aussi, que les positions de Zemmour ne sont pas spécialement les miennes.
Le problème, c'est que c'est binaire, ces affaires-là. Du jour où vous avez admis que le tiers, le juge, l'autorité publique, l'autorité de régulation, l'autorité étatique a compétence, a la légitimité, pour exercer une censure quelle qu'elle soit, même pour le bon motif, vous pouvez présumer que demain, il l'exercera pour des motifs bien plus contestables. Vous ne pourrez plus vous défendre en disant « il est impossible de censurer l'opinion, quelle qu'elle soit ». Et ce qui me frappe dans le temps que nous vivons, c'est son caractère absolument, invraisemblablement inconscient de lui-même. Nous sommes revenus exactement à l'époque de l'ordre moral. En 1890, la bonne presse, tout le monde, etc., stigmatisait les gens qui n'allaient pas à la messe. Et ça paraissait absolument normal. Et je ne parle pas des gars qui ne se découvraient pas sur les processions façon chevalier de la barre. Ça passait pour quelque chose d'absolument normal. Et maintenant, on se moque d'eux. On dit, mais comment ces gens pouvaient-ils faire ça? Et le substitut Pinard pour condamner machin pour outrage aux mœurs. Mais le CSA, les juges et les autres ne font rien d'autre quand ils condamnent Zemmour pour atteinte aux mœurs modernes. J'ajouterai une dernière chose. Et cette chose me paraît absolument fondamentale, c'est qu'à la fin, si nous voulons continuer de vivre libre, et pourquoi... Alors, je vous dirai après d'ailleurs aussi pourquoi vivre libre, enfin, d'où ça vient. Parce que la question n'est pas de remarquer ça. Si vous regardez ce qui se passe, vous serez assez vite d'accord avec moi. La question est de savoir pourquoi ça se passe comme ça. C'est-à-dire pourquoi depuis 20 ou 30 ans, nous envoyons absolument au bain ce qui faisait avant et ce qui constituait avant notre manière d'être. Je crois qu'il y a une raison pour ça et que cette raison est extrêmement pessimiste. J'ajouterai à la fin, pour être tout à fait clair, que toutes ces questions reposent sur l'idée de la non-liberté du citoyen, l'idée de la non-formation de son jugement propre, et en particulier sur les questions d'incitation. Pour moi, ce qui est essentiel en matière de discrimination, de racisme, d'antiféminisme, de féminicide, etc., ce qui est essentiel, c'est que les institutions publiques elles-mêmes aient un comportement irréprochable. Maintenant, je revendique pour le citoyen d'être islamophobe. Je revendique son droit d'être islamophobe, je revendique son droit d'être antiféministe, je revendique même son droit d'être raciste, je revendique hautement son droit d'être cathophobe, d'envoyer au bain les superstitions relatives à la Vierge Marie ou les conneries sur la prédestination. C'est son droit, c'est celui que nous avons voulu faire à la fin du XVIIIe siècle. C'est son droit. Et personne n'a la possibilité de nous faire dire quoi que ce soit d'autre. Si jamais ça débouche sur quelque chose de violent, il existe un article très beau, l'article 24 de la loi de 1881, qui prévoit d'envoyer tout le monde au trou parce que l'expression de cette opinion violente aura pu être considérée comme une provocation à une action physique réelle visant un groupe ou un autre. Mais par pitié, qu'on cesse de nous faire vivre dans cette espèce de bain d'eau tiède où Houellebecq, expliquant que l'islam est la religion la plus con du monde, voit se déchaîner contre lui les 2/3 de la classe intellectuelle française. Mais Voltaire ne disait pas autre chose, et pourtant on l'enseigne dans les écoles, tout de même. Voilà. Alors, voilà. Alors, en matière de rhétorique, je vais avoir du mal à répondre à un aussi brillant avocat que Maître Sureau. Donc, je vais faire de mon mieux. Tout d'abord, vous expliquer que le CSA n'est pas un censeur. Il faut arrêter avec cette idée-là. Le CSA, déjà, n'intervient pas a priori. Donc déjà, le nombre de gens qui passent leur temps, je ne sais pas, vous les entendez à la radio, à la télé, à dire qu'ils sont censurés, qu'on ne peut plus rien dire, qu'elle est politiquement correcte, et gna gna gna, on les voit partout. Ils ont des éditos, ils ont des chroniques dans les journaux, ils ont des chroniques à la radio, sont à la télé. Franchement, est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, les débats, notamment sur les chaînes d'information en continu, c'est de l'eau tiède? Je ne crois pas que ce soit le cas. Et le CSA, d'ailleurs, laisse tout à fait ça, de suivre son cours. Donc c'est Voltaire, on y est tous tout aussi attachés que Maître Sureau. Et la loi qui régit, qui donne naissance à une autorité administrative qui maintenant s'appelle le CSA, c'est une loi de liberté de la communication. Elle commence comme ça, c'est l'article 1er. Et je pense que moi, en tant qu'ex-journaliste, le collège du CSA, le président Roch-Olivier Mestre, on est tout aussi attachés à cette liberté. Cet article 1er, il découle en effet de la loi de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui place la liberté d'expression, la liberté d'opinion très très haut dans la chaîne de valeur. Donc il n'est pas question de remettre ça en cause. Pour autant, la liberté, et le recteur de la faculté catholique l'a rappelé, et je pense que c'est assez partagé, la liberté, elle a une limite. Et je pense que vous le savez, et effectivement, le CSA est aussi en charge de veiller au respect de la dignité humaine
humaine, au respect d'un certain nombre de valeurs qui défendent la démocratie. Donc oui, c'est compliqué, et c'est peut-être facile de se gausser, parce qu'effectivement, c'est un équilibre difficile, enfin c'est un équilibre, disons, délicat à trouver, entre la liberté d'une part, et puis effectivement le respect de la dignité, le respect de la personne humaine. Alors, est-ce que... Est-ce que, François y a fait allusion tout à l'heure, est-ce que les choses ne sont pas en train de changer très très profondément de nature, de dimension, avec le développement des réseaux sociaux, avec le développement de gigantesques plateformes qui utilisent des algorithmes, etc. Est-ce qu'on n'est pas obligé de penser autrement ces questions avec l'existence de ces plateformes? Et au passage, quel est le rôle du CSA par rapport à cette réalité-là? Oui, bien évidemment, le secteur des médias est en pleine mutation, tout le monde l'a observé, et bien évidemment ce que vous disiez est tout à fait juste, à savoir qu'effectivement l'opinion se forge, et en particulier chez les jeunes, bien plus sur les réseaux sociaux que sur la télé. Je tempère un petit peu quand même en disant que quand on voit l'importance qu'attachent notamment les hommes politiques à passer à la télévision, ça veut dire que ça a quand même encore sa petite importance, mais effectivement, bien sûr, les réseaux dits sociaux, parce qu'on peut se poser parfois la question, ont une influence croissante. Le rôle du CSA, effectivement, et ça ne va pas plaire à Maître Sureau, mais effectivement va être amené de plus en plus à s'intéresser à ces plateformes. D'abord, il y a une directive européenne qui s'appelle la directive sur les médias audiovisuels, qui va donner plus de pouvoir aux régulateurs, les CSA français et d'autres pays européens, pour contrôler les plateformes, notamment sur le thème de l'aide à la création. Vous savez qu'aujourd'hui, les chaînes, pardon, on dévie un petit peu du sujet, mais je réponds à votre question. Les chaînes de télévision aujourd'hui ont un nombre de contraintes incroyables. Par exemple, je ne sais pas si vous savez qu'elles n'ont pas le droit de diffuser des films le samedi, parce que voilà, ça a été créé en 86 pour protéger le cinéma. Bon, aujourd'hui, évidemment, ça n'a aucun sens. Donc, à l'heure de Netflix et des autres plateformes. Donc, voilà, il va y avoir cette loi et elle va être transcrite dans la loi sur l'audiovisuel qui va bientôt être présentée au Conseil des ministres. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la loi contre la manipulation de l'information, dite loi anti-fake news ou Infox pour parler en bon français, qui a été votée il y a 1 an et qui a un certain nombre de dispositifs qui peuvent être effectivement discutés, notamment l'appel au juge des référés qui ne concerne pas le CSA, qui donne aussi au CSA le pouvoir de carrément suspendre une chaîne de télévision étrangère si elle produit un contenu qui est de nature à dénaturer le scrutin. Franchement, entre nous, je vous le dis, c'est quand même un petit peu l'arme atomique. Hein, et donc, c'est quand même, ce sera une mesure à prendre avec une infinie précaution, et je ne suis pas sûre qu'elle soit prise un jour. Voilà. Et le troisième pan, et qui rejoint ce que vous me dites, c'est effectivement cette loi instaure un devoir de coopération des plateformes vis-à-vis du CSA sur la désinformation. Est-ce que ça veut dire que le CSA va se pencher sur chaque tweet, chaque post sur Facebook ou chaque photo sur Instagram pour savoir si c'est la vraie photo, la vraie vidéo, pour savoir si cette information est juste ou pas? Bien sûr que non, heureusement. D'abord, il n'en a pas la compétence et ça n'aurait aucun sens. La philosophie de cette mesure, c'est justement, encore une fois, de responsabiliser ces plateformes et que le CSA veille à ce qu'elles mettent en place des dispositifs pour lutter contre la désinformation. Ça veut dire instaurer un système de signalement clair quand les gens voient des contenus douteux. Ça veut dire remonter dans les algorithmes tout le travail de fact-checking qui est fait par les rédactions. Ça veut dire leur demander plus de transparence sur les algorithmes, ça leur dire plus de transparence sur les contenus qui sont sponsorisés, parce que certes,
Effectivement, le citoyen doit être libre de forger son opinion, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas être dupe du discours des plateformes. Aujourd'hui, il n'est pas forcément libre dans le sens où, de toute façon, les contenus sont poussés, les Facebook et Google et autres grandes plateformes ont un impact technologique et financier énorme qui leur permet, en fait, de pousser les contenus qui conviennent en fonction des données dont ils disposent. Et donc, la partie n'est pas égale, disons, entre le citoyen et ces plateformes. Donc, cette loi instaure un devoir de plateforme. Et puis, il y aura un autre aspect, ce sera les discours, les contenus haineux sur Internet, mais ça, c'est une proposition de loi qui est encore en discussion. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. François, est-ce que les modifications technologiques auxquelles on assiste actuellement, avec l'impact que peuvent avoir les techniques d'algorithmes, également les techniques de transformation des images, des sons, qui permettent aujourd'hui très facilement de faire dire à quelqu'un l'inverse de ses convictions sur une vidéo, est-ce que ça n'appelle pas des dispositifs de précaution nouveaux, justement, pour que le citoyen qui doit forger sa propre opinion ne soit pas exposé à des manipulations? Oui, la réponse est non. Et la réponse est non parce que ce dont on parle, c'est ce qu'on appelle très exactement la censure. Je suis toujours très frappé, et ça n'est jamais que ça. Quand on nous dit, après tout, ces trucs techniques modernes, là, exposent les gens, qui sont très puissants et très larges, d'une certaine manière, exposent le citoyen à une sorte de torsion qui ferait qu'il ne serait plus libre d'eux. Enfin, voilà, moi je suis né en 57, la moitié de mes camarades étaient membres du PCF, ils étaient exposés toute la journée à la lecture de l'Humanité qui leur expliquait à peu de choses près que le monde allait très très mal parce que les grandes compagnies multinationales organisées en secret par la CIA décidaient du destin du monde et ils le croyaient. Donc ces gars-là n'étaient pas plus qu'aujourd'hui les gens qui lisent Facebook ou Google ou n'importe quoi, susceptibles de se former une opinion autonome. Et je ne parle pas des gens de l'autre partie de ma famille qui pensaient que le complot judéo-maçonnique avait installé la République pour renverser les rois. Ceux-là, ils lisaient l'Action française. Ils étaient tout aussi travaillés de la tête que les autres, et également incapables de former un jugement libre. Et pourtant, personne ne venait dire il faut que le CSA, le juge des référés ou quiconque suspende l'humanité ou interdise la lecture de l'Action française. Non mais franchement, il faut y penser tout de même. Alors, après, il y a une autre question qui est plus compliquée, et avec laquelle je ne voudrais pas passer pour un défenseur neuneux de la liberté, parce qu'en réalité, je déteste tout ce que je vois toute la journée sur les réseaux sociaux, vous voyez. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut en tout cas, à chaque fois qu'on met en place des dispositifs de ce genre, se souvenir qu'à chaque fois, nous faisons une sorte d'encoche dans cette idée, pour moi, qui reste pour moi une idée fondamentale, c'est qu'il y a lieu de se méfier du doute que nous avons nous-mêmes sur la capacité du citoyen, même bombardé d'informations, à se forger des opinions libres. Il y a lieu d'émettre un doute. Ce doute n'effleure plus personne. Sur la loi dont on vient de parler, qui est la loi sur les fake news, il n'effleure plus personne à des conditions où on a porté le gribouillemètre à son maximum. Et je le sais pour l'avoir longuement expliqué aux auteurs de la loi, postérieurement après l'introduction, lesquels se sont rendus compte qu'ils avaient effectivement fait une connerie en l'écrivant de cette manière. C'est l'introduction du juge des référés. Alors, il faut vraiment n'avoir jamais pratiqué un juge pour savoir comment ça marche. Le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. Il y a une fake news qui circule. Monsieur Macron a un compte en Suisse, en Turquie ou je ne sais où, etc. Alors, c'est juste avant le scrutin. Par parenthèse, d'ailleurs, je vous signale que le droit électoral permettait tout à fait de régler ça. Il l'avait réglé pendant des années, parce que la fake news d'avant le scrutin, c'est exactement la même chose que les tracts d'autrefois en Corse, où on disait que la femme du maire avait couché avec le fils du boucher, et si c'était pas vrai, si ça avait une influence sur la tenue du scrutin, s'il y avait eu des déplacements de voix, on annulait le scrutin et on recommençait. Donc le droit existant permettait tout à fait de régler cette question. Mais non, on invente cette affaire de fake news. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de fake news? On va voir le juge des référés. Puis le juge des référés, il est face à un truc hyper compliqué parce que c'est tout à fait nul, dégueulasse, insaisissable ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et on lui présente ce qui est une fake news en lui demandant l'interdiction de la fake news. 9 fois sur 10, c'est le juge de l'évidence. Il va dire « ben j'en sais rien, c'est possible ». Il va rejeter le recours. Résultat, la fake news deviendra vraie. Voilà. C'est exactement ce dont je parlais en matière de politique de gribouille. Et on fait ça absolument en permanence. Pourquoi est-ce qu'on le fait à la fin? On le fait parce que, et c'est là-dessus que je me reproche un peu d'avoir dire du mal du CSA. En fait, en réalité, j'ai un problème avec le CSA, c'est que je trouve que les textes qu'ils régissent vont trop loin pour moi,
Mais ça dépend énormément. Alors, quand je dis ça, ça va être super démago. Il se trouve que je trouvais j'avais des vraies difficultés avec le précédent président du CSA et que je trouve que l'actuel, c'est tarte, parce que j'ai affaire à lui de temps à autre, c'est un peu dur de dire ça publiquement, mais je trouve que l'actuel est d'une extrême intelligence, d'une grande subtilité, d'une grande modération. En d'autres termes, les textes, même nouveaux, avec lui, ne m'inquiètent pas. Mais le jour viendra où on vous nommera Hanouna président... Enfin, pas Hanouna, mettons... Le jour viendra où on vous nommera... Non, mais on vous nommera une buse courtisane président du CSA, oui, quelqu'un qui sera ni Metz, ni même Schramek, etc. Un jour viendra avec la dinguerie ambiante où on nommera n'importe quelle buse courtisane à recycler, et là, oui, en effet. Les textes permettront d'aller emmerder assez sérieusement ceux qui fabriquent les opinions. C'est ça qui m'inquiète, en réalité. Voilà. Ce que je voulais dire simplement, c'est que, pour moi, tout ce qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux est assez épouvantable, y compris en termes de complotisme. Je ne vois pas d'autre, mais c'est peut-être banal de dire ça, mais je ne vois pas d'autre effort à faire qu'un effort continu d'éducation, de formation, de réflexion philosophique, de réflexion historique dès le plus jeune âge. Et il n'est pas différent de l'effort que nous avions à faire, nous autres qui étions plutôt modérés dans les années 60 ou 70, pour expliquer à nos petits camarades du PC ou de la fiction française que c'était pas ni le mur de l'argent ni le complot judéo-maçonnique qui menait le monde. Alors, ça se passait pas sur les réseaux sociaux, mais on essayait de faire la même chose, et je pense que c'est cet effort-là qui est véritablement un effort à réaliser, et que tout le reste, tout ce qui nous conduit à douter de la capacité de la formation du jugement du citoyen libre, si aujourd'hui c'est relativement inoffensif, parce que franchement le CSA n'est pas un censeur, en effet, même le juge des référés s'exprimera mollement, en effet, mais quand même, se dispenser de cet effort d'éducation permanent et rechercher une issue dans les problématiques de censure est quelque chose qui m'inquiète vraiment à terme, quoi. Mais est-ce que, quand même, la dimension internationale des entreprises concernées, enfin, ce qu'on appelle communément les GAFA, est-ce que ça change quand même pas un petit peu la donne? Les communistes français étaient des Russes. Pendant 30 ans, j'ai vécu avec eux, j'ai enseigné avec eux, j'ai été l'élève de certains d'entre eux. Les mecs prenaient leurs ordres au Kremlin. Quand j'ai commencé à être au Conseil d'État, les quatre ministres communistes du gouvernement de Mitterrand étaient animés par un de mes collègues qui allait tous les 3 jours à l'ambassade d'Union soviétique. C'était tout aussi international. Maître Sureau, quand vous lisiez l'Humanité, vous aviez bien une idée? Vous savez bien qu'ils étaient communistes. Je pense que là, les exemples que vous citez, ce sont effectivement des journaux d'opinion, et avec des gens qui ont des convictions et qu'on peut partager ou pas, mais effectivement, tout est relativement transparent. La différence aujourd'hui, je pense, pardon, mais que vous sous-estimez la puissance de ces réseaux sociaux, la puissance des forces de l'argent derrière. Il y a des boîtes à clics, il y a des gens qui sont payés pour inventer des fausses nouvelles. Guillaume le rappelait, il y a maintenant des vidéos qui seraient capables maintenant de refaire ce débat et de vous faire dire le contraire de ce que vous avez dit et peut-être de me rendre plus éloquente. Vous auriez des tas de... enfin, je pense que c'est complètement... c'est tout à fait une autre dimension, et je pense qu'effectivement, ça a été le discours des plateformes à un moment, de dire, mais nous, on est l'espace de la liberté, chacun reconnaîtra les siens, retrouvera et forgera lui-même son opinion. Même ces plateformes elles-mêmes se rendent compte qu'il y a un souci, parce qu'il y a eu le scandale Cambridge Analytics, c'est-à-dire le trafic de données. Il y a un souci parce qu'il y a des fusillades qui sont retransmises en direct pendant plusieurs minutes et partagées des millions de fois par des internautes. Il y a un souci, et elles-mêmes se rendent compte qu'il faut effectivement y travailler. Et là, en l'occurrence, pour revenir au modeste rôle du CSA, c'est effectivement de dire qu'est-ce que vous mettez en place et essayer d'être transparent et essayer d'être honnête. Parce que, on a d'un côté un Mark Zuckerberg qui dit moi-même, je demande plus des régulations, et d'autre part leurs intérêts économiques qui font que plus c'est faux, plus c'est sensationnel, et plus ça circule, et plus ça génère des clics, plus ils gagnent de l'argent. Donc il ne faut pas être complètement candide, et je pense que face à cela, le citoyen peut être, y compris le citoyen de très bonne foi et qui a envie de s'informer, peut être complètement manipulé, et qu'il faut veiller effectivement à ce qu'il y ait des règles qui s'imposent sans être un censeur. Mais si vous voulez, je ne suis pas d'accord avec le côté candide. Enfin, je n'aime pas du tout le discours des plateformes. Et moi non plus. Enfin, je veux dire, la revendication de la liberté politique par les chevaliers de la thune et de la défiscalisation n'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Bon. Donc ça, c'est pas ça du tout. En revanche, ce qui me frappe, c'est que c'est quoi ces sociétés? Globalement, c'est des sociétés dont le but est de faire le maximum d'argent pour leurs actionnaires. Donc en fait, d'abord, le premier élément, c'est qu'elles ne vont pas mettre des contenus univoques.
Donc elle ne porte pas atteinte au pluralisme. Parce que vous allez tomber sur la totalité de ces trucs-là, vous allez à la fois tomber sur des trucs, comme on dit maintenant, islamophobes et sur des trucs islamistes. Parce que des deux côtés, en réalité, ça permet de vendre le maximum de temps de connexion partout. Leur seul sujet est de vendre de la saloperie partout, mais de la saloperie de tous côtés. Donc le premier élément, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a un manquement au... Vous voyez ce que je veux dire? Sous ce rapport, ce n'est pas un problème de manquement au pluralisme. C'est donc un problème en réalité, de contrôle des informations qui sont diffusées ou rediffusées. Ce que je mets en cause là-dedans, et pourquoi j'aimerais appeler à une certaine forme de prudence, c'est qui contrôle et sur la base de quoi. Alors, évidemment, s'il s'agit de rediffuser en masse des images de décapitation, à la limite, le code pénal, il suffit. Au fond, on pourrait, sur le territoire français, faire comme vous l'avez fait, un article 40, saisir 3 procureurs, faire saisir le domicile de M. Zuckerberg d'avenue Foch, l'envoyer au ballon à Fleury-Mérogis. On avait des trucs vraiment classiques sur des choses un peu... Voilà. Dès qu'on va au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que je mets en garde contre l'idée de... Mais au fond, nous sommes dans des fronts bizarres parce que je suis sûr que vous pensez un peu la même chose que moi. C'est-à-dire que, à la fois qu'il faut les contrôler, mais que vous n'êtes pas prêts, ni vous, ni le CSA, ni son président, à aller trop loin, évidemment, dans un contrôle du contenu lui-même. Oui, je crois que c'est ce que j'avais essayé Exactement. de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, y compris dans la recommandation que le CSA a émise sur cette loi sur les fake news, c'est encore une fois un appel à la responsabilité. Et on ne veut pas, et d'ailleurs on ne pourrait pas contrôler chaque contenu douteux sur Facebook ou ailleurs. Ce qui a changé, parce que je crois qu'il faut s'interroger là-dessus, au-delà du plaisir du débat, ce qui a changé, moi ce qui me pose une vraie question, vous le disiez justement quand vous disiez, au fond, l'humanité, l'Action française, tout ça, c'est des trucs organisés, c'est des journaux d'opinion, et à l'heure actuelle, c'est pas à ça qu'on a affaire. Il y a un très très bon livre de Madame Revaud-Dallon, qui est sorti il y a quelque temps, qui est une philosophe, qui est sur la nature nouvelle, sur ce qu'est la fake news, sur sa nature nouvelle. C'est vrai que, de mon temps, si je puis dire, les constructions complotistes délirantes, que ce soit les constructions bolcheviques ou les constructions de l'extrême droite, les constructions complotistes, en fait, partaient de faits à peu près qui étaient ce qu'ils étaient, qu'on pouvait contester ou pas, il y a des faits, puis ensuite, sur la base des faits, vous avez une construction idéologique. Ce qui se passe avec les fake news aujourd'hui est tout à fait étrange, c'est qu'en réalité, on a affaire à quelque chose qui mélange de manière indistincte le fait et l'opinion. Et ça, c'est en effet extrêmement dangereux, le mélange indistinct du fait et de l'opinion, en permanence. Et sur tous ces réseaux, ce qu'on voit quand on s'y intéresse, c'est le mélange indistinct du fait et de l'opinion. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ? À la limite, la seule chose qu'on peut faire, et je le pense, si on ne veut pas s'orienter vers une société de censure, qui elle ne serait pas confiée au CSA, mais au procureur, au juge d'instruction, à je ne sais qui, ou une autorité de censure, la seule chose qu'on peut faire, c'est de réfléchir à des formes nouvelles d'éducation. Parce que sans ça que notre société, généralement désespérée, matérialiste ou pessimiste, et adepte du divertissement, soit incitée à se tourner vers le tragique, tout le montre. Enfin, je veux dire, j'espère que je ne vais pas citer le nom d'un de mes clients, mais je me demande si au moment, il n'y avait même pas eu des affaires devant le CSA, au moment d'Amartin Anguel, les prises d'otages islamistes où les journalistes d'une des deux chaînes présentes sur place étaient en réalité en train de raconter ce qui se passait, alors même que l'assaut de la police n'avait pas eu lieu. Ceci se passe il y a une tentation absolument permanente de tout le monde pour faire des choses de ce genre. Maintenant, en effet, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'on ne peut pas aller trop loin au-delà de l'appel à la responsabilité des acteurs, parce qu'à la fin, nous n'avons pas de tiers à qui confier la responsabilité de la répression. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais parler de cette affaire autour de l'actrice Adèle Haenel, parce que il me semble qu'elle pose des questions assez graves en termes de rôle respectif de la presse et de la justice, avec cette actrice qui, pour des raisons on peut dire respectables, je veux dire, a quelque chose à faire valoir et qui délibérément choisit de ne pas le faire par le biais de la justice, mais par le biais des médias. Alors là, Michel, je m'adresse peut-être plus à l'ancienne journaliste qu'à la membre du collège du CSA, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît préoccupant ?
Moi, je pense qu'elle a eu une position très assumée, qui a été de dire, effectivement, d'abord, les choses ont mûri dans ma tête, et c'est pour ça aussi que je m'exprime maintenant, dit-elle, et aussi, je profite de ma notoriété pour m'en prendre à la personne qui, dit-elle, m'a agressée. Bon, c'est sa position à elle. Moi, je pense que c'est bien que la justice se soit saisie de la question parce qu'il faut effectivement un débat contradictoire. Il faut que la personne qui a été mise en cause puisse, elle aussi, s'exprimer et donner sa version des faits. Je pense que là, en l'occurrence, c'est pas forcément les médias qui sont en cause, c'est sa décision à elle. Après, ce qu'il faut voir, c'est la réaction du monde dans lequel elle évolue. Et force est de constater qu'il y a un peu de poids de mesure entre la sévérité qu'ont eu les organismes professionnels vis-à-vis de son agresseur présumé et ce qui se passe aujourd'hui avec Roman Polanski. Ce n'est pas pour autant que je dis qu'il faut censurer Roman Polanski, je m'empresse de le dire. Je pense qu'effectivement, il faut distinguer les faits dont il est soupçonné de son œuvre et que voilà, le fait d'empêcher de voir son film n'est pas la bonne solution. Ça, c'est mon avis personnel. En l'occurrence, je ne crois pas que, pour le coup, ça engageait beaucoup la responsabilité des médias. C'est elle qui a choisi cette façon. Effectivement, elle a estimé qu'elle ne croit pas. Elle l'a dit. Elle dit je ne crois pas en la justice. Et effectivement, ce qu'elle a dit a eu beaucoup plus de retentissement que si elle était allée dans un commissariat porter plainte. François ? Moi, je voudrais, pour racheter la sévérité de mes propos précédents, quand même vous inviter, non pas à applaudir, hein, parce qu'on n'est pas chez Hanouna, mais quand même à vous rendre compte d'une petite phrase que Mme Léridon a prononcée à l'instant et qui est extrêmement courageuse, qui se fonde sur la distinction de l'homme et de l'œuvre. Je veux dire, la seule que j'ai entendu dire ça dans ce monde-là, c'est Laurence Bloch qui a dit à peu près la même chose et qui s'est tapé à peu près tout ce que la Terre entière nous compte de bien-pensants dans l'espace de 48 heures. Donc je voudrais souligner ce point parce que les digues les plus évidentes sont en train de céder devant cette forme nouvelle de l'ordre moral. Alors aujourd'hui c'est l'ordre moral féministe, comme autrefois c'était l'ordre moral Bondieuxard, mais toutes les digues sont en train de céder. Et ce qui me frappe, c'est, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, ce que dit Adèle Haenel la regarde, et si elle a voulu choisir cette voie, elle était bien libre de la choisir. Moi, ce qui m'a absolument saisi, c'est que passe comme une lettre à la poste la décision d'une association professionnelle décidant de révoquer en 10 minutes la participation d'un réalisateur de film sans l'avoir entendu. Ça, c'est une chose qui, pour moi, est vraiment mais totalement saisissante. Et plus saisissante encore, l'extraordinaire bonne conscience. En commentaire de cette décision folle, il y avait une déclaration quelque part où quelqu'un se fout de ma tête. En commentaire. En commentaire de cette décision folle, il y avait un article de journal où je lisais un universitaire hyper sérieux qui disait « Il faudrait peut-être à un moment commencer à questionner les raisons qui nous font préférer la présomption d'innocence au crédit de la parole des victimes. » C'est extraordinaire. Méditez cette phrase. Préférer la présomption d'innocence au crédit de la parole des victimes. C'est-à-dire, la parole des victimes doit avoir une valeur équivalente à la présomption d'innocence. Si je déclare que vous, monsieur, vous m'avez agressé hier dans les toilettes de cet établissement, eh bien non, c'est faux, bien entendu, mais eh bien la présomption d'innocence ne s'applique pas parce que je me considère comme une victime et que, immédiatement, la totalité du mécanisme doit se mettre en place. Ce qu'il y a derrière tout ça, comme ce qu'il y a derrière, pardon de vous avoir pris à partie de cette manière, j'ai choisi à dessein quelqu'un qui a à peu près mon âge pour éviter que ce soit trop scandaleux. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la disparition quand même de quelque chose qui me paraît fondamental, sur lequel je voulais quand même vraiment insister. C'est quoi notre civilisation, au fond? Je vais y aller carrément, là, la Malraux. C'est quoi notre civilisation? C'est cette idée que personne ne détient la vérité. Personne. Personne, ni une religion, ni l'État, ni personne. Personne ne détient la vérité. La vérité est quelque chose de mystérieux et d'insaisissable qui naît de la discussion, du débat, du dialogue, de la procédure, du conflit, de l'émeute, même de la révolution, de que sais-je encore. Mais personne ne peut prétendre la détenir.
Cette idée que personne ne détient la vérité, qui est une idée très très fragile en réalité, très fragile. À chaque époque, il y a des gens qui disent « Ah mais c'est pas vrai, hein. La vérité aujourd'hui c'est que la parole des victimes compte plus que tout. La vérité c'est que l'ordre social compte plus que tout. La vérité c'est que... » Voilà. Eh bien non, personne ne peut dire quelle est la vérité. Et derrière toutes ces manifestations allant de la censure à la répression des opinions quelles qu'elles soient, même si ces opinions me sont très souvent pénibles, je vois renaître en permanence l'hydre de cette abomination qui est que la vérité est quelque part et que quelqu'un peut prétendre la détenir en dehors de tout débat et en dehors de toute garantie. Ça s'appelle le fascisme. Eh bien, Voilà. Juste dire que sur la vérité avec un grand V, j'adhère effectivement à votre propos. En revanche, en tant que journaliste et ex-agencière, je crois quand même à la vérité des faits. Et quand on dit qu'il y a eu une manifestation, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu tel ou tel événement, il est bon de s'y raccrocher, puisque comme vous le disiez justement, aujourd'hui on a tendance à confondre les faits et les opinions. Et personnellement, je crois en la vérité des faits. En plus, merci Michel. tu as mis en place... Je vais renchérir parce que l'autre jour, je lisais un auteur que je vous recommande. Non, j'arrive. Hein, oui, qui qui est à propos du totalitarisme. Je trouve que cette question de vérité des faits est absolument centrale. Si on veut sortir précisément du complotisme, de la fake news, le rétablissement des faits. À un moment, Simon Leys commente Chesterton, immense auteur, et explique que contrairement à ce qu'on pense, le diable n'est pas dans la matière, genre dans les pulsions, dans la chair, dans le machin, mais que le diable est dans l'esprit. C'est-à-dire que le diable est dans la fantasmagorie, dans le fantasme, dans la construction adverse aux faits. Et Simon Leys cite comme l'exemple pour lui de la vie intellectuelle démocratique absolue le début de Robinson Crusoe, où il y a cette longue énumération de ce qu'on tire des cales du navire. Et Robinson Crusoe, vous vous souvenez, tire des cales du navire, 3 trucs de fromage, 4 trucs de poudre, voilà ce qui reste après le naufrage. Il ne se met pas à délirer sur les raisons du naufrage, il ne se met pas à délirer sur ce qui va se passer après le naufrage, il commence par regarder le naufrage et ce qui en sort. Et Simon Leys, comme Orwell, comme Kessler d'ailleurs, pensait que cette description des faits, cet attachement à la vérité des faits, était ce qui nous garantissait avant tout. Mais ceci suppose la contradiction, la pluralité des sources et le débat. Bon, Merci beaucoup. formidable. Merci à tous les deux.